plein mon cabinet des femmes qui, lors de la périménopause, viennent me voir en me disant « mais j'ai toujours été en parfaite santé, je suis active, tout va bien, mais mon corps ne réagit plus comme il réagissait avant ». À la périménopause, on observe une très légère résistance à l'insuline. Le sucre, au lieu d'être stocké correctement, il va rester dans le sang un peu trop, un peu plus longtemps, etc. Et ben, on fait quoi ? On fait du gras avec. L'augmentation relative de la testostérone fait que les femmes vont avoir justement cette graisse qui va venir au niveau du ventre, comme chez les hommes. Donc on a une diminution de la masse musculaire et en fait, on a également une diminution de la masse osseuse. Oui, c'est vraiment très embêtant ça. Il faut créer un corps solide pour tout ce qui va encore venir. Marcher, c'est bien, mais il faut porter, pousser, tirer. Et ça, je pense que les femmes ne le font pas assez. La créatine, elle contribue vraiment à améliorer la prise de masse musculaire. On utilise les tuiles du toit pour chauffer la maison, quoi. Enfin, je dis, il y a un truc qui joue pas. Les protéines, c'est pas fait pour ça. Et là, c'est un travail considérable pour l'organisme quand même de fabriquer du nouveau muscle. Mais le langage intérieur des femmes, il est tellement violent. Et il y a beaucoup de personnes qui ont le sentiment que d'accepter son corps, c'est équivalent à se laisser aller ou à lâcher prise, ou etc. Alors que pas du tout, en fait. Pas trop se poser de questions, en fait, puis y aller. Elles n'ont pas cette notion qu'on est sur quelque chose qui est physiologique et qui est de l'évolution naturelle de leur corps. Ouais. Enfin, c'est comme dire, je comprends pas pourquoi j'ai des cheveux sur la tête. Moi, bon, mauvais exemple. « 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Avez-vous peur de l'engagement ? Avez-vous une autre chaîne préférée de santé que la nôtre ? Plus sérieusement, abonnez-vous. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors, abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Merci encore. C'est parti pour l'interview. J'ai l'impression qu'on parle partout de ménopause. Est-ce que toi, t'es d'accord avec ça ? Est-ce que tu penses qu'on se met à parler de ménopause parce qu'il y a eu des nouvelles découvertes, il y a eu des nouvelles avancées, ou on assiste à une parole qui se libère autour d'un sujet qui est longtemps resté tabou ? Un peu les deux. Je pense que c'est le moment quand même qu'on en parle, parce que la ménopause, toutes les femmes, ils sont confrontées quand même. Et puis, c'était très longtemps très tabou. Et donc, le fait d'en parler, c'est une très, très bonne chose. Après, ce qui me dérange moi un peu plus, c'est la manière dont on en parle, parce que j'ai le sentiment quand même qu'il y a beaucoup de récupération. Tout d'un coup, il faut parler de la ménopause. Alors, tout le monde y va de son petit supplément nutritionnel, conseil pour ceci et injonction pour cela. Alors que, en vérité, moi, j'appelle ça un peu du pinkwashing. C'est-à-dire que on récupère une thématique parce que c'est un peu à la mode, il faut en parler. Mais en vérité, on fait pas grand-chose pour les femmes qui traversent cette période périménopause et ménopause. Donc cette parole qui se libère, d'après toi, finalement, elle profite assez peu aux femmes ? On va voir. Je pense qu'elles en profitent quand même, si bien sûr. Mais en tout cas, les avancées scientifiques, elles sont pour le moment encore ridiculement petites par rapport à ce qu'on sait, notamment de ce qui se passe lors de la grossesse ou de l'allaitement. Alors là, on s'intéresse beaucoup aux femmes, mais le reste du temps, pas tellement. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas encore grand-chose et on n'a pas encore de grandes avancées qui vont vraiment bénéficier à la santé des femmes. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été représentées ? Alors déjà, on sait que la plupart des études scientifiques, toi tu viens du milieu académique, tu as fait beaucoup de recherches, etc. Beaucoup d'études ont été faites avec des hommes, déjà, et donc pas forcément transposables. Après, tu viens de dire qu'on s'était intéressé à la femme, mais souvent sous le prisme de la maternité, de la grossesse, etc. Et finalement, c'est la quatrième roue du carrosse, la femme ménopausée ? Disons, oui, bien sûr. C'est-à-dire que d'une manière générale, la recherche, comme tu le disais, la recherche scientifique, la recherche, tout ce qui est en biomédecine, moi je travaille beaucoup en nutrition du sport, c'est le désert. On sait rien finalement du fonctionnement du corps féminin, que ce soit à l'effort ou justement périménopause. On ne sait pas grand-chose, disons. Alors, pourquoi ? C'est tout plein de choses, mais les femmes, elles ont toujours été un petit peu quand même négligées, on va dire, dans la société. Les chercheurs, par la recherche scientifique. Ouais, les chercheurs, c'est des hommes, ils s'intéressent à leurs problèmes. Donc voilà, maintenant il y a beaucoup plus de femmes qui font de la recherche et qui vont poser les questions qui les intéressent elles.
Bien Donc, sûr. ça commence à bouger. Et puis, les hommes commencent à s'intéresser un tout petit peu plus à la santé des femmes aussi. Il y a quand même beaucoup d'alliés maintenant dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est aussi une très, très bonne chose. Mais pour l'instant, je dirais qu'on a encore un peu cette image, mais je pense que c'est aussi un peu vrai pour les hommes, hein, mais je dirais à partir de 50 ans, comme ça, on disparaît un petit peu des radars. Les femmes encore plus que les hommes. Et puis, on est mis dans une espèce de panier d'inutilité. On n'est pas représenté, les femmes encore moins que les hommes, que ce soit dans, je sais pas, les films, les romans, voilà. Ou bien c'est une petite jeunette mignonnette, soit c'est une petite vieille, c'est la grand-mère de service. Et puis entre deux, rien en fait. Donc ça commence à changer. Mais il y a encore du boulot, quoi. Donc, alors que les hommes qui sont dans cette période-là, quand on regarde, que ce soit dans le cinéma, par exemple, ou dans les séries, Brad Pitt. les hommes les hommes quinquas, ils sont très bien représentés, mais à l'écran, les actrices, par exemple, qui vont jouer leur compagne, c'est des femmes qui ont 20 ans de moins, quoi. C'est hallucinant. Où les femmes ça, de c'est leur âge. hallucinant. Et donc, c'est difficile, je pense aussi pour les femmes de prendre plus position sur le terrain. Et puis, comme elles sont juste invisibilisées, les questions scientifiques, elles viennent pas. C'est pas un truc spontané, quoi. Bon, nous, on va s'intéresser aujourd'hui à la santé des femmes, Oui. à un problème à la ménopause qui est assez récurrent, c'est la prise de poids. Oui. Donc, on va s'intéresser à la prise de poids à la ménopause et du coup, à son corollaire, la perte de poids chez la femme ménopausée. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu es légitime aujourd'hui pour nous parler de ça ? Avant que notre invité se présente, un mot sur un complément dont on parle peu, mais qui change tout, la créatine. On pense généralement que c'est réservé aux bodybuilders, mais la science dit tout autre chose. C'est tout simplement le meilleur supplément pour la longévité. Voici 4 effets scientifiquement prouvés de la créatine. 1. Associé à l'exercice, la créatine favorise le développement musculaire. Après 60 ans, vous perdez en moyenne 2% de masse musculaire chaque année. Autrement dit, si vous ne faites rien, cela représente jusqu'à 80% de perte musculaire à l'âge de 80 ans. Préserver votre masse musculaire n'est donc pas une question d'apparence, mais une véritable assurance pour vieillir en bonne santé. 2. La créatine contribue à ralentir le déclin cognitif en améliorant votre mémoire. 3. Elle favorise également un meilleur sommeil en réduisant les effets de la fatigue et du stress. La créatine est une substance naturelle déjà présente dans la viande, et votre corps en fabrique chaque jour. En supplément, il suffit d'en prendre 5 grammes par jour pour en ressentir les bénéfices. Personnellement, j'utilise la créatine Nutrien&Co, qui est la plus pure et la plus qualitative du marché. Si vous voulez tester, vous avez moins 10% avec le code GGRAF sur tout le site. Je répète, GGRAF, moins 10%. Merci à Nutrien&Co de sponsoriser cet épisode. Et maintenant, place à l'interview. Je suis diététicienne, je suis chercheuse, j'ai fait un assez grand parcours académique dans le domaine du maintien de la perte et du maintien de la perte de poids. J'ai aussi travaillé très longtemps dans une vie antérieure dans le domaine de la dénutrition, en fait. Et puis, je me suis beaucoup intéressée à la nutrition et la santé des femmes quand j'ai fait une formation en nutrition du sport. Parce qu'il n'y a rien dans ce domaine-là. Et donc, voilà, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la santé des femmes, à la recherche faite sur les femmes. Je me suis rendu compte que le désert n'était pas seulement dans le domaine de la nutrition du sport, mais aussi de toutes les femmes, et en particulier de la périménopause et de la ménopause. Et puis, j'en ai plein mon cabinet. Des femmes qui, lors de la périménopause, en fait, viennent me voir en me disant « mais j'ai toujours été mince, j'ai toujours été en parfaite santé, je suis active, tout va bien, mais mon corps ne réagit plus comme il réagissait avant. » Et c'est ce sentiment un peu de trahison, finalement, de ce corps qui, normalement, après les vacances, les 3 kilos pris, ils partaient facilement. Ça, c'est nouveau. Pareil dans le sport, les entraînements qui fonctionnaient très bien jusque vers 45 ans, 48 ans, tout d'un coup, ça marche plus. Et il y a une grande banalisation de cette problématique. Et là, j'ai commencé à creuser un tout petit peu plus la littérature dans ce domaine. Banalisation, ça veut dire que dire c'est normal, en fait, c'est parce que tu vieillis. Ouais. Ça, pour toi, c'est pas acceptable ? Dans certaines situations, il faut savoir accepter que la vie avance et que notre corps change, bien sûr. Mais il y a aussi des choses qui sont effectivement pas inéluctables. Et on peut faire des choses avec des bons choix alimentaires et
et de certains types d'activités physiques, on peut améliorer la santé des femmes dans le long terme, parce que c'est encore long. La périménopause, ça peut commencer à la fin de la trentaine. Et donc, si de la quarantaine à, 80 ans... Ça touchera une femme sur deux sur la moitié de sa vie. Enfin, pas une femme sur deux, un être humain sur deux, je voulais dire. Un être humain sur deux sur Terre sera ménopausé. Ouais. Et une femme sur la moitié de sa vie à la louche. Ouais, c'est ça. Il y aura les conséquences. Quand même. Donc, on peut pas négliger tout ce pan de la population. C'est absolument inacceptable. Tu as dit que tu avais plein de femmes ménopausées, que tu en avais plein ton cabinet, si je reprends tes termes. Oui, ça fait ça. Pourquoi est-ce que du coup on a cette prise de poids à la ménopause? Moi, en préparant cette vidéo, je me suis penché un petit peu sur la littérature scientifique. Il y a un auteur qui est assez connu, Hermann Ponzer, travaille à Duke aux États-Unis à l'université. Donc lui, il a mesuré l'évolution du métabolisme des êtres humains au cours de la vie. Et en fait, il a tiré un certain nombre de conclusions. Il dit que donc le métabolisme, c'est l'énergie que brûle le corps au repos quand on fait rien. Donc, quand on fait rien, on est allongé, on a les yeux fermés, on a quand même notre cerveau qui a encore une certaine activité, notre cœur aussi, notre foie aussi, etc. Et tout ça, ça consomme de l'énergie. 60% en moyenne, c'est ça? Ok. Ouais, même parfois plus. Parfois plus, donc c'est une part vraiment importante. Et donc, il s'est intéressé à justement l'évolution de ce métabolisme au cours du temps. Et donc, il a vu que de 20 à 60 ans, on avait à peu près une baisse du métabolisme de 6-8%. Donc, bon, pas énorme, avec à peu près 0,2% par an. De 60 à 80 ans, 13%, donc c'est un peu plus élevé. Il avance comme piste plusieurs choses. Il dit qu'il y a une diminution de la masse musculaire au cours de la vie. On perd 200 à 300 grammes de muscle si on fait rien pour l'entretenir au cours de la vie. Et le muscle, il consomme beaucoup d'énergie. En plus de cette diminution de muscle, il se rend compte que le muscle, il consomme moins d'énergie en vieillissant. C'est-à-dire que pour une même quantité de muscle, finalement, ce muscle, il consomme exactement ce que je viens de dire, moins d'énergie. Ouais, un peu plus économique. Exactement. Et l'autre chose assez surprenante, c'est qu'il s'est rendu compte que les organes, qui sont également des gros consommateurs d'énergie, notamment le foie et les reins, eux, ils continuent à faire leur travail, mais en consommant moins d'énergie également. Et donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça entraîne une baisse du métabolisme. Et lui, ce qu'il a tendance à dire un petit peu, c'est que finalement, cette baisse du métabolisme, elle explique pas tellement la prise de poids ou ce sentiment que les femmes ménopausées ont de prendre du poids à la ménopause, parce que moi j'en ai aussi dans mon cabinet, et c'est un discours que j'entends pratiquement tous les jours, c'est-à-dire je mange les mêmes choses, etc. Avant j'arrivais à perdre du poids, maintenant je peux plus en perdre, au fil des années j'ai pris 10 kilos, etc. Voilà, donc lui il dit qu'au niveau métabolisme, a priori ça serait pas un bon suspect. Qu'en penses-tu? Alors il y a, je pense, deux grands éléments là à ressortir. Le premier concerne l'étude elle-même, la méthode de mesure. Et puis, le deuxième, c'est les facteurs qui amènent à la prise de poids, et puis la perception des femmes. Pour rester peut-être d'abord sur l'aspect plus, je dirais, scientifique, un peu technique, on va essayer de pas rentrer trop dans le détail, mais je pense que c'est quand même important de rappeler que ce type d'étude s'appuie sur des données qui ont été collectées à différents moments, dans différentes populations, par différentes équipes, selon des méthodes standardisées de calorimétrie. Mais c'est pas qu'on a suivi un groupe de personnes de l'âge de 20 ans à l'âge de 80 ans, puis que tous les ans, on leur a fait une mesure de dépenses énergétiques pour voir comment ça évoluait. Et ces mesures qui sont finalement des compilations de données qui ont été récoltées de manière vraiment de très bonne qualité, parce qu'alors Hermann Ponzer, pour ça, il va pas inclure des données qui sont pourries, quoi, ça c'est clair. C'est un top chercheur. Ouais, il est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup son travail, je suis beaucoup son travail, et je suis très admirative de la manière aussi où il est capable de faire changer un petit peu les discours et de taper dans la fourmilière parfois. Mais donc par rapport à ça, il faut quand même, on peut pas faire dire à des données ce pourquoi elles n'ont pas été collectées. Donc là, on a compilé des données qui ont été mesurées à différents moments, mais on ne sait pas très bien l'évolution. Il y en a très peu qui ont des données au cours du temps chez un même individu. Et donc, du coup, les variations individuelles, on les connaît pas. On sait les moyennes au sein des populations. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, au cours du temps, il y a une légère diminution de la dépense énergétique de repos, une meilleure économicité finalement de toutes les tâches du corps. Ce qui est plutôt pas mal, je dirais. Hein. Tu l'as présenté d'une façon plutôt positive. Moi, je trouve ça admirable, quoi, ce que notre corps est capable de faire quand même. Et voilà. Donc,
sans entrer dans le vieillissement et tout ça, je pense que voilà, ça, c'est des faits qui sont bien observés. Maintenant, par rapport à la mesure elle-même, donc en général, ce qu'on fait, c'est des calorimétries, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'oxygène qui est consommé par la respiration et on va mesurer le CO2 qui est expiré. Et donc puis, on met un masque qui prend le nez, la bouche. Ouais, qui met même normalement, ça prend même, c'est vraiment un masque qui couvre complètement toute la face. Faut pas être trop claustrophobe. C'est très bien posé. La personne, elle est allongée tranquillement. Et puis on mesure ces échanges gazeux pendant à peu près 30 minutes. Et à partir de là, on extrapole qu'est-ce qui se passe sur 24 heures. Donc déjà, faut savoir ça, hein, c'est qu'on mesure pas pendant 24 heures. Et puis, tout ça, c'est pour des raisons de coût, hein, tout ce que tu expliques. C'est pour des raisons de coût. De praticité. Qui accepterait de faire ça, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà, on n'arrive plus à avoir un échantillon représentatif de la population si on fait un truc trop compliqué. Mais aussi, on accepte de faire ça parce qu'on a vu que dans les petits groupes où on a comparé cette mesure pendant une demi-heure par rapport à 1 heure, à 2 heures, à 15, à 5 heures, etc., c'est vraiment bien. Le coût-bénéfice, il est vraiment bien. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, on calcule une dépense énergétique, c'est-à-dire des calories, en fait, produites par le corps, utilisées, produites, le travail que le corps est capable de faire avec cette consommation d'oxygène. Mais ça, c'est basé sur une supposition de départ que pour faire 1 calorie, on a besoin de tant d'oxygène. Et ça, c'est une supposition qui a été faite il y a de très nombreuses années, qui a été confirmée depuis, mais qui a été faite plutôt chez les hommes, faut-il le préciser, plutôt des hommes, je dirais, relativement jeunes, en bonne santé, etc., avec une composition corporelle moyenne de bonne santé. Mais donc, c'est difficile d'adapter ça ou d'appliquer ces algorithmes et ces calculs-là à des personnes qui sont surpoids, à des personnes âgées, etc. Alors, il y a eu des adaptations d'algorithmes pour les différentes catégories d'âge, mais on est quand même avec une certaine marge d'erreur. Donc, c'est des données qui sont super intéressantes, mais c'est des données qui comprennent une marge d'erreur et qui ne sont pas des données individuelles. C'est un peu le même problème avec l'indice de masse corporelle, hein, où en fait, on évalue en fait des normes pour une population. Et après, les gens, ils essayent d'appliquer à eux-mêmes en tant qu'individus, mais ça marche pas comme ça, malheureusement. Et donc là, en moyenne, la diminution, elle est plutôt petite, mais la marge d'erreur, elle est quand même relativement grande. On ne sait pas. On a à chaque fois des approximations. Et ensuite, on a des approximations d'approximations. Exactement. Et même si la marge d'erreur, tu viens de le dire, elle est très faible et donc elle est jugée acceptable. Et oui. C'est pour ça qu'on retient le chiffre. Absolument. Au bout d'un moment, c'était acceptable 1 fois, puis c'était acceptable 2 fois, puis peut-être qu'au bout d'un moment, ça l'est plus tellement. Oui. C'est-à-dire que pour une moyenne, ça marche très bien. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu au-dessus, il y a des gens qui sont un peu au-dessous, puis voilà, ça marche. Donc tout le monde est à peu près dans la moyenne. Dessous, ils sont pas dans ton cabinet. Et ben voilà. Et donc, il y a des personnes qui, elles, observent ce qui se passe dans leur corps et qui sont expertes de leur corps. Quel chercheur est plus expert que l'individu lui-même ou elle-même, en l'occurrence, de son expertise de comment fonctionne son corps. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment aussi l'entendre. Et puis, il y a une autre chose quand même, c'est que avec la périménopause, avec les variations hormonales, le corps, au-delà de la diminution de la dépense énergétique de repos, va fabriquer plus de graisse que de muscles. Et même, après un certain temps, va perdre du muscle si on fait rien activement pour le protéger. Et ça, c'est une modification de la morphologie un petit peu. Donc, les femmes, elles commencent à mettre du gras sur le ventre et sur la taille. Et du coup, même si leur poids reste stable, ça les dérange beaucoup. Et puis, je les comprends. Et donc, c'est ça aussi qu'on observe. Au-delà du poids, c'est vraiment la corpulence et la composition corporelle qui changent. Et cette évolution de la localisation de la graisse, en fait, elle s'explique par les variations hormonales au moment de la ménopause. Oui. C'est-à-dire que l'homme qui va stocker principalement au niveau du ventre, notamment par le biais de la testostérone. La femme, au moment de la ménopause, on va avoir une chute des oestrogènes et donc proportionnellement, parce qu'une femme a quand même un tout petit peu de testostérone, proportionnellement, la testostérone va occuper plus de place que précédemment vis-à-vis des oestrogènes. Les oestrogènes qui faisaient que la graisse, elle venait se stocker au niveau des hanches, des fesses, des cuisses, etc. Et donc maintenant, la prédominance, l'augmentation relative de la testostérone fait que les femmes vont avoir justement cette graisse qui va venir au niveau du ventre, comme chez les hommes. C'est ça. Et donc il y a plein de femmes. Moi, je vois en consultation, j'ai des femmes qui sont très minces
mais forcément elles ont un tout petit peu de graisse parce que c'est physiologique, parce que c'est normal, et elles vont avoir cette graisse au niveau du ventre. Oui. Et elles comprennent pas. Et elles me disent, j'ai essayé de perdre du poids, etc. Ouais. C'est résistant, ça. Et en fait, elles ont pas cette notion qu'on est sur quelque chose qui est physiologique et qui est de l'évolution naturelle de leur corps. Ouais. Enfin, c'est comme dire, je comprends pas pourquoi j'ai des cheveux sur la tête. Moi, bof, mauvais exemple. J'aime beaucoup l'exemple. C'est juste. Et puis, les femmes minces, elles vont le remarquer encore beaucoup plus. Donc, il y a aussi ça. Leur perception du corps est différente. Et donc, elles vont remarquer, voir, elles vont se trouver grosses, alors qu'en fait, elles ont un petit panicule adipeux sur le ventre, mais qui est complètement normal. Cela dit, si on lui dit « Non, mais c'est normal, madame », ça l'aide pas, quoi. C'est pas très cool. Donc, c'est bien qu'elles comprennent, c'est bien de leur expliquer comment ça se fait que c'est comme ça. D'aider à l'acceptation, c'est super important. Mais c'est aussi bien de dire « Mais oui, je comprends, puis oui, c'est galère, quoi. » De pas minimiser l'impact que ça a sur elles. Et c'est un peu un deuil aussi que, voilà, ce corps qui change et qui n'est plus le même. Et puis, en fait, dans le cours de la vie, les femmes, elles font souvent les deuils de leur corps. À l'adolescence, par exemple, tout d'un coup, elles se mettent à faire plein de gras avant que la masse musculaire suive. Donc, tout d'un coup, elles se reconnaissent pas du tout. Il n'y a plus aucun habit qui va. Si elles font du sport, le coach leur dit qu'elles sont grosses, alors que tout ça, c'est physiologique. Voilà, après, la masse musculaire, elle suit, etc. Mais je veux dire, il y a quand même ce moment où tout d'un coup, on fait le deuil d'un corps. Celles qui font des enfants... Et la grossesse. Hein, voilà, pour celles qui ont des enfants ou qui allaitent, c'est de nouveau des énormes changements et tout le monde est « Oh, c'est merveilleux la grossesse », mais ça je vais pas dire que ça détruit, mais ça fait beaucoup bouger et ça peut abîmer aussi parfois le corps. On peut dire c'est que ça le modifie de manière en tout cas définitive. Ça le modifie, chez certaines ça l'abîme. Et puis l'allaitement pareil, ça peut avoir des grandes conséquences sur le corps. Alors certaines le vivent super bien, d'autres pas du tout, et je pense qu'il faut avoir vraiment de l'écoute pour toutes ces situations. Et puis à la périménopause, à la ménopause, de nouveau. Et c'est un peu indicible en fait. C'est un peu presque considéré comme vaniteux que de dire ah mais j'ai du gras sur le ventre et ça me va pas. Et donc c'est pas forcément facile à dire en fait que c'est pas facile à vivre. Par rapport à l'exemple que je prenais tout à l'heure de la personne qui est relativement mince et qui a ce gras. Ah, je croyais des cheveux sur la tête. Je le réutiliserai dans la vidéo. Ce que je veux pas qu'on comprenne pas bien par rapport à ce que j'ai dit, c'est que ces femmes-là, elles ont tout à fait le droit. Et il y a aussi un espèce de courant, moi j'ai l'impression, qui voit le jour, où en fait une personne qui est un peu en surpoids, en tout cas pour elle, quelqu'un qui va avoir un IMC totalement normal dans la fourchette, etc., physiologique, et qui dit quand même qu'elle veut perdre du poids parce que pour elle, c'est important, parce que par rapport à l'image qu'elle projette sur son corps, peut-être parce que par rapport au sport qu'elle veut faire, etc., c'est important. Souvent, ça va être mal admis et cette personne, elle a presque plus le droit de vouloir perdre un peu de poids. Et on est plutôt dans body positive et dans ce genre de courant à l'heure actuelle. C'est bien d'être... moi, je suis complètement pour l'acceptation du corps, quel qu'il soit, quelle que soit la morphologie. Mais ça veut aussi dire que les femmes qui sont saoulées d'avoir pris 4 kilos, 5 kilos, ou qui ont effectivement... qui n'aiment pas avoir cette graisse sur le ventre, elles ont le droit de le dire et elles ont le droit d'essayer de trouver des solutions pour que ce soit moins le cas. Mais ce qui va les aider, c'est d'être justement positive par rapport à leur corps. Et donc, d'apprécier son corps pour ce qu'il est capable de faire, c'est plus aidant que d'aller contre, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui ont le sentiment que d'accepter son corps, c'est équivalent à se laisser aller ou à lâcher prise, ou etc., alors que pas du tout, en fait. Mais c'est vraiment... La posture, elle est très, très différente. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Donc, on a parlé un petit peu... on a parlé même de la prise de poids. On a parlé aussi de la variation de la graisse, la variation de la localisation. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'évolution de la composition corporelle ? Par composition, ce que j'entends, c'est la quantité de gras, la quantité de muscles, la quantité peut-être d'os, etc. Comment on assiste à tous ces changements à la ménopause ? Ça dépend un petit peu du point de départ quand même, mais en moyenne, ce qui se passe vraiment en périménopause, c'est que la masse grasse, elle augmente plus vite que la masse maigre.
D'accord? Donc, on a déjà là un peu un déséquilibre qui se crée. Puis, c'est pas beaucoup, hein, c'est plus 40 grammes par an ou un truc comme ça. Et puis, à partir vraiment de la transition ménopausique, là, on a non seulement une augmentation de la masse grasse qui est avec une pente un petit peu plus raide, mais on a surtout une perte de la masse musculaire. Et c'est ça qui est embêtant. C'est vraiment tout d'un coup, au lieu que voilà, il y a une courbe qui commence à devenir un petit peu plus raide, mais là, carrément, la masse musculaire, elle plonge, quoi. Donc, si on s'intéresse à la masse musculaire, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a un pic à peu près à 30 ans. Donc, il y a des gens, c'est un peu avant, des gens, c'est un peu après. Donc, en fait, on a une augmentation de notre masse musculaire jusqu'à 30 ans. D'où l'importance, petite parenthèse, de faire de l'activité physique avant ces 30 ans pour avoir le pic le plus haut possible. Parce qu'après, on va ne faire que décroître. Si on ne met pas de stratégie particulière en place, on va ne faire que décroître. Et donc, tu as dit, il va y avoir une petite accentuation de la courbe, de la pente, vers le moment de la ménopause. Chez certaines personnes, ça peut être un peu avant, un peu après. Voilà, il n'y a pas de date magique où on s'endort un soir et on se réveille le lendemain et ça a varié. Et on sait pas. Parce que ces études, elles sont magnifiques parce que c'est des études de suivi, de cohorte pour le coup. On a étudié, alors en l'occurrence, c'est des études américaines, mais où on a suivi les femmes pendant de nombreuses années. Et puis, on a documenté le moment de la ménopause, c'est-à-dire 1 an sans les règles. Ça, c'est la définition médicale de la ménopause. C'est ça. 1 an d'aménorrhée. 1 an d'aménorrhée. Alors, après, on peut regarder a posteriori, dire « Ah oui, il y a 5 ans, il s'est passé ça. Ah oui, il y a 10 ans, il s'est passé ça. » Mais au moment où on est dedans, on ne sait pas qu'on est à 5 ans ou à 10 ans de la ménopause. Quand le compteur il commence, quand ça fait 1 mois qu'une femme a pas ses règles, elle ne sait pas si dans 11 mois elle sera ménopausée ou si d'un coup elle va les revoir. Et la transition, ça peut durer des années et des années. Et donc, c'est vrai qu'il y a des personnes a posteriori qui disent « Ah, mais c'était ça !» Mais sur le moment, elles ne se rendent absolument pas compte. Et puis après, il y a toutes les femmes qui ont une contraception hormonale qui, ça cache complètement tout ça. Donc, on a une diminution de la masse musculaire et en fait, on a également une diminution de la masse osseuse. Oui. Qui suit à peu près le même comportement que ce qu'on vient de dire. Oui. Très difficile à rattraper aussi. Hein. Encore beaucoup plus que la masse musculaire. C'est vraiment très embêtant, ça. Donc, en fait, le gros problème, c'est que en vieillissant, la solidité des os diminue parce qu'on a ce qu'on appelle la minéralisation osseuse qui diminue. Ça s'explique de manière hormonale parce que quand on a une chute des hormones, l'hormone protégeait le squelette chez la femme et donc quand la chute hormonale entraîne cette faiblesse. Ça peut paraître, un petit peu anodin, quoique non, j'ai l'impression que maintenant c'est quand même vachement... Il y a une vraie conscience des femmes là-dessus. En fait, c'est catastrophique parce que ça va majorer le risque de chute, ça va majorer le risque de fracture du poignet, fracture du col du fémur, etc. Et les risques, par exemple, pour une fracture du col du fémur, le risque de dépendance derrière et de complications de santé, faut pas regarder les études, faut pas regarder les stats parce qu'ils sont affolants. Ouais, ça fait peur, c'est vrai. Et c'est vrai Il y a très peu de femmes qui retrouvent un haut niveau d'indépendance après une fracture du col du fémur. Oui. Alors, il y a un effet un peu générationnel aussi. Hein. Donc, les femmes qui aujourd'hui ont entre 60 et 80 ans, on va dire comme ça, et qui sont donc plus dans cette tranche de risque-là importante à avoir les conséquences de cette déminéralisation, c'est ce qu'on a appelé avec ma collègue Isabelle Carrère, qui a beaucoup étudié l'image du corps des femmes avec le vieillissement. On les a appelées la génération Twiggy. Twiggy, c'est cette mannequin des années 60 qui a marqué un tournant vraiment dans l'image des femmes. On est passé du modèle Marilyn Monroe au modèle Brindille, Twiggy en anglais, de vraiment plus c'est mince, mieux c'est. Quoi. Kate Moss. Ouais, c'est ça. Et en fait, on n'en est jamais vraiment sorti. On a eu des variations autour de ce modèle, un peu plus musclé, mais toujours la minceur était toujours quand même beaucoup, beaucoup valorisée, voire la maigreur. Et ça a amené des générations de femmes à faire des régimes amaigrissants qui parfois peuvent amener vraiment à de la dénutrition, disons le mot. Là, je ne parle pas de personnes qui sont surpoids, en obésité, qui perdent du poids et qui amènent ça de manière un peu construite, bien suivie, etc. Je parle de gens qui sont minces et qui font des régimes extrêmement sévères pour être encore plus minces et correspondre soit à un vêtement, soit à un chiffre sur la balance, par exemple. Et les conséquences de ça, elles se voient maintenant et elles vont encore se voir dans ma génération. Moi, j'ai 52 ans. Et on a grandi vraiment avec cette idée que il fallait être maigre, quoi. Et les gens qui, moi, j'ai une constitution, j'ai une morphologie plutôt mince.
Donc c'est pas, voilà, je suis ni comme ça, j'ai pas d'effort à faire pour ça. Mais dans mon entourage, moi je me souviens très bien les filles qui étaient tout le temps au régime ou qui étaient aussi minces que moi puis qui étaient quand même tout le temps au régime. Et donc elles, vraiment, je donne pas cher de leur masse musculaire et de leur masse osseuse. Et on va encore voir des grosses conséquences là. Et j'espère que pour les générations d'après, la génération Z, les millennials, etc., la génération Y, ça va aller mieux. Quand tu suis une femme qui vient te voir, une femme ménopausée parce qu'elle est en surpoids, est-ce que tu abordes plutôt le versant de l'alimentation avec elle ou est-ce que tu abordes plutôt le versant de l'activité physique, du sport ou les deux? Je pense que c'est indissociable. Après, on peut démarrer un peu plus avec l'un ou un peu plus avec l'autre, mais de toute manière, c'est indissociable, ne serait-ce que pour garder une bonne santé, tout simplement. Et quand il y a une personne qui est en surpoids, c'est encore plus important, mais pour des personnes minces qui sont sédentaires, c'est aussi très important. Et moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà, il faut faire du travail pour avoir le summer body ou le bikini body. Moi, je dis non, on doit travailler pour avoir son old lady body. Donc vraiment, il faut créer un corps solide pour tout ce qui va encore venir. Et donc, c'est du travail musculaire quand même et aussi alimentation de pas se dénutrir en fait et d'entretenir ce corps pour entrer dans la vieillesse, dans la post-ménopause avec un meilleur état corporel, je dirais, de solidité possible. Comment on fait pour avoir un corps solide? On bouge et on mange correctement. Donc, ça paraît simple, hein, dit comme ça. Donc, si je vais marcher, j'aurai un corps solide? Ah, ça suffit pas, non. Ça, c'est clair qu'il faut, de toute manière, tout le temps, il faudrait, c'est facile à dire, hein, mais marcher, c'est bien, mais il faut porter, pousser, tirer. Il faut stimuler la synthèse musculaire et la seule manière de le faire, c'est de faire du renforcement musculaire. Et de manger suffisamment aussi. Parce que c'est toujours la même chose, hein. On peut mettre les briques sur le chantier, mais s'il n'y a personne pour monter le mur, il ne va rien se passer du tout. Donc, il faut quand même qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait des protéines. On peut faire de la muscu pour stimuler l'entretien ou le gain de masse musculaire, mais si on n'apporte pas par l'alimentation ce qu'il faut pour construire du muscle, en l'occurrence les protéines, les acides aminés, on n'aura pas de construction musculaire derrière. Et les hydrates de carbone, les glucides aussi. Et les glucides. Ouais. Donc, toi, les femmes, tu leur proposes de faire de la musculation. Les femmes de 50 ans ou plus, c'est quelque chose qui est accepté? C'est super difficile pour certaines. Déjà, elles se sentent hyper gênées d'aller en salle, par exemple. Donc, il y en a beaucoup qui font chez elles. Et ça, je dois dire quand même, c'est un des effets secondaires positifs de la période Covid. C'est qu'il y a eu beaucoup de production de vidéos, de soutien pour pouvoir faire de la gym chez soi, en fait, et du renforcement musculaire chez soi. Donc, pour peu que ce soit bien fait, ça peut être bien. Mais oui, il y en a beaucoup qui se sentent très, très gênés d'aller en salle et ça me désole vraiment parce qu'il y a quand même toujours cette notion que il faut avoir un certain âge, ressembler à quelque chose comme ci ou comme ça, ressembler à une certaine image pour avoir le droit de pratiquer du sport, en fait. Alors, c'est pas vrai, mais faut pas oublier que c'est des générations de femmes qui n'ont pas eu le droit de faire de l'activité physique et du sport. Ça se faisait juste pas, quoi. Donc, je veux dire, on parle de musculation. En tout cas pas, mais même les sports d'endurance, oui, pousser une poussette, mais c'est tout. Alors que effectivement, les femmes de tout temps, elles ont porté, elles ont poussé, elles ont tiré des choses, mais dans une salle de muscu... Tu vas en salle de muscu, toi? Non, moi je fais pas mal, j'en ai eu fait pas mal, parce que moi mon sport, c'était longtemps le cyclisme, ensuite c'est devenu le triathlon. Et puis, paradoxalement, pour être bon dans des sports d'endurance, il faut aussi être... faut avoir la force. Il faut avoir de la force, exactement. Du coup, je voulais te demander comment est-ce que tu t'avais été accueillie, comment est-ce que tu avais senti justement le fait de se balader sur un plateau de muscu, sur une salle de sport, etc. Est-ce que cette peur, elle est justifiée ou elle n'est pas justifiée? Je dirais mon expérience personnelle, je sais pas si elle a tellement de... Moi, je me suis pas posé de questions, en fait, quand j'ai commencé d'en faire. Moi, je viens d'une famille où, voilà, t'as envie de faire de la muscu, tu vas faire de la muscu. Donc, on n'était pas sportif chez moi du tout, mais par contre, on faisait, si t'as envie de faire tel truc, tu fais. Et donc, je me suis pas trop posé de questions. Je pense que ça a aidé. Après, quand je faisais du triathlon, c'était la triathlète qui faisait de la muscu. Donc, il y a une espèce d'image associée à ça qui fonctionnait. Mais c'est vrai que
pour moi, ça reste plus confortable de faire dans mon salon. Alors, tu vois, moi, je suis kiné, donc je sais pas, peut-être que j'ai pas le même regard que tout le monde. Moi, je suis hyper content quand je vois une femme de 50 ans, mais comme un papy de 70 et comme un jeune de 18. Enfin, tu vois, je suis hyper content. Mais je pense que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus accepté. Et en fait, je pense que beaucoup de femmes, elles se bloquent dans leur tête. En fait, c'est elles qui se jugent. Et je pense qu'autour, les gens s'en foutent, en vrai. Mais déjà, ou éventuellement, ils t'admirent. Les gens s'en foutent parce qu'ils sont égoïstes. Parce que la plupart des gens, quand tu vas en salle de sport, t'es quand même souvent centré sur qu'est-ce que tu vas faire pour avoir tes gains et remplir tes objectifs. Enfin, voilà, je pense. Mais le langage intérieur des femmes, il est tellement violent. Elles se jugent plus sévèrement que la planète entière. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut commencer par changer. Pas trop se poser de questions, en fait, puis y aller. Non, puis même, tu vois, on a grossi le trait. Enfin, moi, j'ai grossi le trait en disant, je pense que les gens, déjà, ils s'en moquent parce qu'ils sont un peu centrés sur eux-mêmes. Mais je pense même que maintenant, il y a une certaine bienveillance. Enfin, moi, je fais quand même pas mal de sport et j'ai quand même pas mal fréquenté ce genre de milieu-là. Et maintenant, tous les coachs sont contents d'avoir toutes les tranches d'âge. Comme partout, il y aura toujours quelques personnes, mais ça, on les a dans n'importe quel sujet, n'importe quel secteur, etc. Il y a toujours quelques personnes qui seront désagréables, mais la grande majorité des gens, parce qu'ils savent que ça pourrait être leur maman, leur femme, leur fille, ils seront hyper contents. Après, des fois, la manière d'entrer, c'est aussi par les cours collectifs, par exemple. De commencer par là. C'est vrai qu'il y a plein de femmes dans les cours collectifs. C'est quand même plus facile et voilà. Donc, c'est aussi une bonne manière d'aborder la chose. Et puis ensuite, éventuellement, d'essayer d'aller faire alors plus un circuit en salle, etc. Mais de se faire bien encadrer. Il y a quand même des femmes qui n'ont jamais soulever des poids ou faire certains types d'exercices, si elles le font pas correctement, elles s'abîment. Hein, donc ça, il faut vraiment être bien encadré, idéalement par un kiné, quoi, quand même. Idéalement. Mais bon, après, il y a plein d'autres compétences. Il y a plein de gens très compétents. Et depuis tout à l'heure, on parle de renforcement musculaire avec poids, avec charge, parce que on a parlé d'ostéoporose et dans la littérature scientifique, c'est ce qui montre le meilleure efficacité par rapport aux autres types de sports. Donc avec la plio, avec la plio. La plio, c'est parce que sûrement on a cette notion de choc, d'impact, et ça c'est très important. Hein. Il y a plein de gens qui ont encore cette idée que les chocs, les impacts, ça abîme le corps. C'est absolument faux. On sait que le corps, justement, il se renforce par rapport au choc. Si on lui soumet des chocs, il se dit je vais être exposé à des chocs, donc il faut que je fasse face et que je me renforce pour pouvoir faire face à ces chocs, et donc que je sois plus solide. Et c'est comme ça qu'on a une augmentation de la dureté, de la résistance du squelette. Pareil pour le cartilage. Enfin voilà, ça marche pour tous les tissus. Donc on est sorti de ce paradigme comme quoi les chocs ils abîmaient le corps. Mais ce que je voulais dire au début, c'est que le renforcement avec charge, c'est l'aboutissement, c'est la fin. Et c'est vrai que toi, t'es sportive, moi, je suis sportif. On a grandi avec ça. Enfin, moi, je serais incapable de dire à quel moment j'ai commencé à muscu. Ça fait, j'ai 34 ans. Ça fait peut-être 15 ans que j'ai soulevé mon premier poids. J'étais adolescent, donc c'est quelque chose, je me rends même pas compte. Mais une femme qui commence à 50 ans, qui a 30 ans de sédentarité, ou 40 ans, ou 50 ans, faut y aller de manière très progressive. Oui, faut y aller de manière très progressive, mais il faut aussi prendre en compte tous les mouvements de la vie quotidienne. Qui sont aussi de l'activité et qui sont pas rien. Je sais pas, porter des bébés, porter les courses, ce genre de choses que les femmes font au quotidien. Certaines, je sais pas, elles jardinent ou elles font toutes sortes de choses dans leur vie quotidienne qui fait que leur corps sait faire plein de choses, puis construire en fait là-dessus. Donc, elles ne partent pas de rien. C'est pas parce qu'elles n'ont jamais soulevé un poids qu'elles n'ont jamais rien fait. Mais de valoriser aussi ces activités-là qui ont été faites et qui sont déjà un bon début. Mais effectivement, il faut commencer super progressivement, puis pas suivre une espèce de plan tout fait, standardisé pour des gens qui ont l'habitude. Mais c'est très important ce que tu as dit, il faut avoir conscience des activités de la vie de tous les jours, parce que quand il y a des discours qui vont dire « Ah non, faut absolument pas porter de poids, etc. » Quand on va faire ses courses, quand cette femme-là, elle va faire ses courses et qu'elle aura un sac dans la main droite et un sac dans la main gauche, qu'au minimum, je sais pas, moi, ça fait 6-7 kilos, t'as déjà 14-15 kilos. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, forcément, elle sera exposée à des moments où elle porte du poids. Donc, j'ai dit les courses, quand elle partira en vacances, quand elle soulèvera sa valise, quand elle essaiera de la mettre en hauteur dans le train, etc. Donc, en fait, si t'exposes plus la personne à ces contraintes-là et à ces moments-là, si tu ne l'entraînes plus, après, elle va être incapable de le faire. Elle ne pourra plus le faire, c'est ça. Donc, en fait, il faut continuer à entraîner cette personne pour qu'elle soit forte. C'est toi qui l'as dit, faut renforcer le corps
pour que on puisse continuer à partir en vacances, on puisse continuer à faire ce qu'on veut, en fait, tout simplement. Il y a une autre chose aussi qui aide quand même en termes d'activité physique, qui aide à limiter un petit peu les dégâts en termes de stockage de masse grasse au niveau abdominal. Et puis c'est ce qu'on appelle le HIIT, c'est le High Intensity Interval Training. Donc c'est finalement faire des séries brèves à très haute intensité dans une activité qui à la base est plutôt endurante. Ça peut être de la course à pied, du vélo, du rameur, enfin voilà, ce genre de choses. Et l'idée là, c'est pas tellement de brûler beaucoup de calories pendant qu'on fait ça, c'est plutôt de forcer le corps à déstocker le sucre qui est stocké dans les cellules et à bien l'utiliser et à restocker le sucre au bon endroit. En fait, il va falloir que t'expliques. Ouais, je suis désolée, c'est compliqué, mais ça l'est vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que à la périménopause, on observe une très légère résistance à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet au sucre de rentrer dans les cellules, de ne pas rester dans le sang. La glycémie, c'est la quantité de sucre qu'on a dans le sang. Elle est très contrôlée, cette glycémie. Et lorsqu'elle monte trop, le corps fabrique de l'insuline pour que le sucre soit stocké correctement dans les cellules. Lorsque les cellules sont remplies, que la glycémie reste élevée et qu'on n'est pas en train de brûler le sucre par de l'activité physique, par exemple, le résidu, il est stocké sous forme de graisse. C'est rare que le corps fasse ça. C'est très rare que le corps stocke le sucre sous forme de graisse, mais ça lui arrive quand même. Et une manière de limiter ça, c'est de faire justement du HIIT. Parce que la résistance à l'insuline qu'on observe à la périménopause, elle est très, très petite. Quand on fait une mesure, ça reste dans la norme. Mais le corps, il est un peu moins réceptif à cette hormone. Et donc, le sucre, au lieu d'être stocké correctement, il va rester dans le sang un peu trop, un peu plus longtemps, etc. Et on fait quoi? On fait du gras avec. Alors que si on oblige notre corps à brûler ce sucre, et la meilleure manière de brûler le sucre, c'est encore de faire une activité à haute intensité, eh bien, on continue de l'entraîner, en fait, à, d'une part, l'utiliser correctement, et d'autre part, paradoxalement, à le stocker aussi. Parce que quand on va utiliser le sucre qui est dans nos cellules musculaires, par exemple, ou hépatiques, eh bien, il y a de la place. Et là, l'insuline, elle peut être efficace et faire sortir ce sucre qui traîne dans le sang et qui n'est pas bon pour notre corps. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'une femme, au moment de la ménopause, tu l'orienterais préférentiellement, ou en tout cas, t'aimerais au moins qu'elle fasse du HIIT ou du Tabata, il y a plein de termes, au moins, je sais pas, une fois par semaine. Ouais, au moins, en tout cas, ouais, déjà, une fois par semaine, c'est déjà bien, parce que c'est quand même pas super facile. Quelqu'un qui est bien entraîné peut faire plusieurs. Mais une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Il faut apprendre quand même, il faut y aller un peu progressif. Et c'est vrai qu'un exercice, moi, que j'aime bien proposer, c'est le 30-30 en course à pied, parce que c'est facile à faire, il n'y a pas besoin d'avoir un équipement particulier. 30-30, ça veut dire que pendant 30 secondes, vous essayez de courir vite, oui. Et après, pendant 30 secondes, vous vous reposez. C'est ça. Ouais, ça, marche c'est active, ça. On marche actif, la récupération, on essaye quand etc. même de rester actif, mais tout doucement, parce que le but, c'est vraiment de faire baisser le rythme cardiaque, la respiration, etc. Pour que, quand on doit refaire notre série de 30 secondes à bloc, on puisse la faire. Soit à 100%, ce qui n'est jamais le cas. On n'est pas à 100% parce qu'on risquerait de se blesser. Donc, c'est pas le but. Mais moi, je donne comme exemple toujours, on peut le faire en marchant d'ailleurs, L'idée, c'est d'être vraiment dans un exercice intense où quand la fin des 30 secondes sonne, on est là, il y a une variation d'intensité entre les 30 secondes actives et les 30 secondes de récupération. Il faut vraiment essayer moi, je donne comme exemple d'être poursuivi par un chien méchant. Voilà. Ça, c'est le bon exemple. Parce que marcher vite pour attraper le bus, c'est juste pas assez. C'est un peu dans la retenue quand même. Là, on donne tout. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que chez une femme, au moment de la ménopause, si elle brûle... Périménopause. Ouais. Si elle brûle 400 kilocalories en allant faire un footing ou un vélo, et 400 kilocalories en faisant du 30-30, mais en fait, elle brûlera jamais 400 kilocalories en faisant. Ouais, je sais pas combien elle en brûle. Pour moi, c'est un peu... Enfin, on sait jamais combien on brûle. On croit qu'on sait, mais en fait, on sait pas. Mais il y a une petite préférence quand même pour toi. Alors, c'est-à-dire que le HIIT tout seul, il servira à rien. Il faut qu'il y ait quand même une base d'endurance.
il faut quand même que le corps soit suffisamment entraîné, capable. Mais disons, à choisir une séance, ce sera celle-là que je garde, ouais. Donc, on lui a mis de la musculation dans sa semaine. Oui. On lui met combien de séances? Au moins une, quoi. Mais ouais, il faudrait un peu plus. Non, il faut... En fait, moi, je dis toujours, la quantité, c'est celle qui est possible de faire dans le long terme. Parce que ça, c'est vraiment la durabilité qui compte. Si ce qui est acceptable, c'est de faire une fois de la muscu, alors moi, je compte sur 10 jours, c'est plus facile. Une semaine, c'est court. 10 jours, c'est bien. Donc, si sur 10 jours, on arrive à mettre, par exemple, 2 séances de muscu, même si elles ne sont pas très longues, hein, ça peut être 20-30 minutes, c'est déjà bien. Une séance de 30-30 qui peut durer 30 minutes. Hein. Si on fait 10 fois 30-30 avec 10 minutes d'échauffement, 10 minutes de cool-down, on est bien déjà. Et on ne commence pas avec 10 quand on n'a jamais fait. On y va doucement. Hein. On commence avec 4, 5. 10 fois 30-30. Non, on y va très progressif. Mais disons, quand on sait faire... Déjà ça, et puis après, on essaye de faire de temps en temps des activités d'endurance quand on peut. C'est déjà super bien. Ok. Donc sur 10 jours, je reviens, tu as 2 séances de muscu, une séance de HIIT, 2 séances d'endurance. Un jour sur 2. Ouais, c'est beaucoup, hein. On explose les recommandations de l'OMS. Hein. Mais les recommandations de l'OMS, c'est adapté pour la population générale pour pas être sédentaire. Et puis, les gens sont quand même censés utiliser leur corps pour faire des choses. Monter les escaliers, marcher pour aller d'un endroit à l'autre. Alors à Paris, on marche dans le métro, on marche quand même pas mal, mais il y a beaucoup d'endroits où on monte dans la voiture et puis on sort de la voiture, puis entre deux, voilà. Ouais. Et puis on est assis tout le temps. Donc c'est aussi ça, je veux dire, les recommandations de l'OMS, c'est nouveau, c'est une moyenne. Elles sont assez dures à interpréter, moi je trouve finalement. Ouais, c'est difficile. C'est compliqué parce qu'à vouloir faire un outil simple, en fait, c'est un outil où. Enfin, moi j'ai combien de patients qui sont sédentaires et qui, d'après les recommandations de l'OMS, estiment qu'ils sont actifs. Oui. Voilà, donc ça c'est assez complexe. Oui. Mais disons, il faut partir de la réalité de chacune en l'occurrence, et puis essayer d'augmenter un peu, là où c'est possible. Et si c'est 5 minutes de renforcement musculaire le matin ou le soir après le retour du travail, par exemple, parfait, super. C'est plus que ce qu'on faisait avant. Donc, pour moi, tout mouvement est bon à prendre. Il n'y a jamais une séance qui sert à rien, déjà. Ça, c'est sûr. C'est pas parce qu'on n'a que 10 minutes que ça vaut pas le coup. Alors, ça, c'est vraiment... Il n'y a aucune séance qu'on regrettera d'avoir fait. Non, c'est ça. Donc, vraiment, même s'il n'y a que 10 minutes, ça vaut le coup. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas en tête. Moi, on le voit pas mal, et toi, tu dois voir aussi, des gens qui avaient prévu de faire 30 minutes d'endurance. Et finalement, leur planning fait qu'ils n'ont plus que 20 minutes de dispo et ils vont pas la faire. Ouais. Et ça, c'est l'erreur qui est catastrophique, en fait. Il fallait prendre ces 20 minutes, ou il fallait prendre ces 15 minutes, ou il fallait prendre ces 10 minutes. Mais il fallait faire un peu. Et il fallait absolument pas. Parce qu'on sait très bien que l'entretien demande beaucoup moins d'efforts que le gain. Oui. Et puis, de toute façon, il y aura toujours eu des effets sur le corps. 1 vaut mieux que 0, donc il fallait le faire. Mais parfois, je recommande aussi la sieste. S'il y a que 20 minutes, des fois, ça vaut le coup aussi dépend de l'état de fatigue. De passer par la sieste. Et ça, je pense que les femmes le font pas assez. Elles n'ont pas assez pris l'habitude. Et ça, c'est quand même le stress, l'anxiété, le sommeil qui s'échappe aussi en périménopause. Il faut pas oublier ça. Avec les bouffées de chaleur, etc. Pas qu'avec ça. Le sommeil, il devient quand même un petit peu plus difficile. Et donc, de temps en temps, de faire une sieste en milieu de journée, c'est aussi super bénéfique, aussi pour la composition corporelle. Qu'est-ce que tu donnerais un petit peu comme conseil au niveau alimentation à une femme à cette période-là de sa vie? C'est assez difficile. Je dirais que le point pour moi central, par quoi je commence toujours, c'est l'apport en protéines, qui est très souvent insuffisant dans cette génération de femmes. Je pense que dans celles qui suivent, ça va aller beaucoup mieux. Mais chez les femmes de mon âge et plus, il y a une sous-consommation de protéines vraiment très importante. Donc, les sources de protéines animales, c'est viande, poisson, œufs, produits laitiers, fromage, yogourt, lait, etc. Les sources de protéines végétales, c'est les légumineuses, principalement le tofu, tempeh, exactement. En gros, c'est ça. Il y en a un tout petit peu dans les céréales, le riz, les pâtes, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Qui vient compléter l'apport et puis qui est souvent réduit justement pour éviter la prise de poids. Donc, on va gratter encore là. Donc, tu dirais qu'il faut que une femme fasse attention à avoir une source de protéines à chaque repas? Ouais, au minimum.
y compris le matin. Et si elle ne mange pas le matin... Le petit déjeuner est un repas, donc il faut avoir une source de protéines. S'il n'y a pas de petit-déj, que dans la matinée, il y a quand même un apport en protéines à un moment donné, ouais. C'est chaud quand même, non? Si t'as pas de petit-déj, d'avoir les apports en protéines sur ta journée? Il faut augmenter un petit peu, mettre une collation. C'est pas toujours facile, en effet, parce que les recommandations de santé publique, c'est 0,8 à 1 gramme de protéines par kilo de poids du corps. D'accord? Alors pour une femme de 60 kilos, ça fait à peu près 60 grammes de protéines. Et puis, en fait, pour restimuler, augmenter ou ne pas perdre trop de masse musculaire, les recommandations officieuses, c'est 1,2 à 1,5. Donc 50%, 20 à 50% de plus. Il y a des études scientifiques qui ont montré que si on était au-dessus des recommandations, on avait de meilleurs résultats. Ouais, alors moi, je les ai pas vues, ces études. Et puis, je sais pas. Chez les femmes? Non, j'en sais rien. C'est ça, ouais. Je m'engage chez la personne âgée. Alors, chez personnes âgées, c'est encore un peu différent. Effectivement, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand il y a une diminution de l'apport énergétique, donc la personne, elle mange moins parce qu'elle a peur de prendre du poids, ce qui est quand même le cas d'une majorité de femmes, même quand elles ont un poids normal, les protéines, elles sont utilisées comme source d'énergie. Parce que le corps, il va quand même utiliser, brûler ce dont il a besoin. Donc, c'est un peu comme quand on fait un budget. On fait le petit pot pour les vacances, mais là, on doit aller faire les courses, puis on n'a plus le budget course, il est fini, donc on va prendre dans le petit pot des vacances. Ce que tu viens de dire, c'est une notion qui est importante, c'est-à-dire que au début, il va sûrement piocher dans les sucres, après il va piocher dans les graisses, et après il va piocher dans les protéines. Et les protéines, parce que malgré tout c'est un substrat énergétique, où est-ce qu'il va les trouver? Dans le squelette et dans les muscles. Ouais. Ça revient et ça reboucle un petit peu avec ce qu'on a dit. Et ça, c'est une problématique parce que va y avoir une détérioration de l'état de santé de la personne. Exactement. Et puis, c'est quand même dommage d'utiliser... Depuis tout à l'heure, on se bat pour essayer d'avoir c'est ça, on plus utilise de les tuiles plus de muscles. On utilise les tuiles du toit pour chauffer la maison, quoi. Enfin, il y a un truc qui joue pas. Les protéines, c'est pas fait pour ça. C'est pas efficient comme substrat énergétique. Déjà, c'est pas efficient. Et puis, c'est quand même utiliser un matériau qui est fait pour construire, entretenir, pour faire bouger et chauffer. Donc, c'est très dommage. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour essayer d'arriver à ces apports protéiques suffisants? Est-ce que tu conseillerais un shaker de protéines comme de la whey, des choses comme ça? Ça peut. Il y a certaines femmes qui, effectivement, consomment... Alors là, je pense surtout aux femmes qui, par exemple, ont réduit beaucoup leur apport en viande. Parce que il faut savoir que c'est quand même dur de faire juste. De tous côtés, on nous dit « Ah, il faut baisser la viande rouge. En plus, il ne faut pas manger trop de poissons parce que les pauvres océans... La pollution aux métaux lourds. Oui, tout ça. Donc, du coup, on réduit un peu tout ça, mais ça devient très difficile de couvrir ses besoins en protéines, même quand on fait pas 80 kilos. Et donc, on se retrouve parfois, effectivement, en tout cas, pendant les périodes de tentatives de prise de masse musculaire, avec une augmentation vraiment conséquente de l'entraînement de résistance, de force. Là, on peut parler de prise de masse musculaire dans un cadre santé. On n'est pas complètement. On n'est pas sur quelqu'un qui veut devenir bodybuilding. Non, c'est vraiment de la prise de masse pour être physiologique, pour être en bonne santé. Et là, c'est un travail considérable pour l'organisme quand même de fabriquer du nouveau muscle. Et donc, il faut mettre plus de protéines, un peu plus d'énergie quand même aussi. Travailler, bien sûr, beaucoup. Mais du coup, là, les shakes, ça aide. Ça peut. Ok. Si on n'y arrive pas. Alors, c'est quoi la whey? La whey, c'est des protéines du lait, du lactosérum. Et c'est juste ça, en fait. Ok, donc voilà. ça s'arrête là, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est mauvais pour la santé? La whey? Non. C'est bien. C'est bien? C'est bien. Je sais pas. En fait, la whey, c'est... Alors, comment dire ça? C'est un peu le produit qui reste quand on fabrique du fromage, notamment. C'est le petit lait. Alors là, en l'occurrence, la whey, quand elle est en poudre, elle est desséchée, travaillée pour qu'elle soit soluble facilement dans de l'eau ou dans du lait. Mais c'est simplement de la poudre de protéines qui est absolument naturelle, en fait, qui vient d'un produit
qui est hautement recommandable et pour que la n'importe santé. qui mange en fait dans la vie de tous les jours. Normalement, oui. En tout cas, les personnes qui acceptent de consommer des produits laitiers, il y a des gens qui veulent Oui. pas, hein, ça c'est autre chose. Il y a aussi des personnes qui ne consomment pas parce qu'elles sont intolérantes au lactose. Alors voilà, elles ont des options sans lactose, par exemple. Mais effectivement, pour une personne omnivore, le lait, les produits laitiers font partie d'une alimentation normale et c'est absolument recommandé d'en consommer pour garder un squelette solide et pour garder aussi une musculature en bon état. Un des acides aminés qui est très présent dans les produits laitiers, c'est la leucine. Et l'acide aminé, c'est c'est une des perles C'est une des perles du collier de perles des protéines. Voilà, c'est un peu l'analogie qu'on nous a toujours donnée aussi à l'école. Et puis, je trouve que c'est une bonne analogie. Et la leucine, c'est un acide aminé essentiel. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de le fabriquer nous-mêmes. Il y a plein de protéines, il y a des acides aminés qu'on est capable de fabriquer nous-mêmes, heureusement, mais il y en a quelques-uns de ces acides aminés qu'on doit trouver dans l'alimentation. Et cette leucine qu'on trouve largement dans les produits laitiers, elle est déterminante pour le déclenchement de la fabrication de muscles. C'est cool quand même que le lait nous donne ça. Et d'ailleurs, le lait, c'est un des meilleurs aliments de récupération après une séance de muscu. Hein. Donc voilà, pour les gens qui aiment ça, ça marche très il y a un très bon aminogramme du lait. Hein. Aminogramme, en plus, il y a un peu de glucides dedans, donc ça amène l'énergie qu'il faut pour bâtir le mur, et puis ça réhydrate. Donc il y a tout pour plaire. Le lait hydrate plus que l'eau. Oui, dans une situation de déshydratation, absolument. Ouais. Et donc, voilà, la whey, ça peut complètement aider. Au départ, on essaye quand même de couvrir les besoins avec des aliments. Parce que c'est food first. D'abord, on cherche des aliments. Notre organisme, il est conçu pour absorber des nutriments qui arrivent en petite quantité dans une matrice alimentaire. Et on est vraiment conçu pour ça. Donc, de balancer d'un coup d'un seul, voilà, en l'occurrence, des acides aminés ou disons des protéines qui sont déjà partiellement digérées. Ouais, on peut dire ça, prédigérées en quelque sorte. Ça facilite un petit peu le travail du système digestif, mais c'est pas quelque chose qui doit remplacer une alimentation saine et équilibrée, parce que ça va possiblement avoir des impacts, par exemple, sur le microbiote. Donc, on essaye quand même de privilégier des vrais aliments, mais si on n'arrive pas à couvrir les besoins avec les aliments, on rajoute, bien sûr. C'est une super bonne, c'est une super bonne alternative. Ah, totalement. Donc, il y a un aspect pratique qui est évident. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme inconvénient ? Alors, je vais le dire parce que c'est quelque chose... Je t'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est mauvais pour la santé ? Tu m'as dit non. Est-ce que c'est dopant ? Ah, mais pas du tout. Alors, il y a des poudres de protéines qu'on peut acheter notamment sur Internet qui sont soi-disant brûle-graisse, etc., qui contiennent tout un tas de trucs qui ne sont pas recommandés. Mais non, quand on achète de la poudre de protéines dans un commerce, dans une pharmacie, non, il n'y a aucun risque. Non, bien sûr. Ça va très bien. L'aspect un peu négatif pour la santé, c'est que ça reste un produit qui est ultra transformé. Oui, c'est ça. Voilà, et que ça, que tu l'as dit, ça a montré possiblement un effet sur le microbiote, etc. Possible, ouais. Est-ce qu'il y a un autre complément que tu recommandes aux femmes que tu pourrais recommander aux femmes que tu accompagnes dans certaines situations ? Alors, souvent, je commence par enlever tous les compléments qu'elles prennent, je dois dire quand même, parce qu'entre les petites capsules d'huile de bourrache, l'huile de nagre, qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, il y a toutes sortes de... Les oméga 3 ? Les oméga 3, des fois, ça se justifie. C'est un des seuls qu'on garde. La vitamine D aussi, souvent ça se justifie, souvent on garde. Mais c'est vrai qu'il y a des cocktails de compléments de toutes sortes. On commence par enlever tout ça et on met ensuite en fonction des besoins. Tu penses qu'il y a beaucoup de femmes qui se font plus de mal que de bien ? J'irai pas jusque-là. Mais je pense qu'elles perdent beaucoup d'argent. Donc, de ce point de vue-là, oui, elles se font du mal, ça c'est sûr. Je pense dans certains cas, il pourrait y avoir effectivement des apports excessifs qui sont vraiment pas bons pour le tube digestif. Et puis, c'est vrai que le tube digestif, il fonctionne aussi moins bien en période de périménopause. Parce que les œstrogènes et la progestérone, mais surtout les œstrogènes, on dit c'est les hormones de la fertilité, mais ils font plein d'autres trucs. On a dit, responsable de la synthèse musculaire et osseuse, régulation de la température, élasticité des vaisseaux. Ça, c'est hyper important. Enfin voilà, quoi. Tout ça, c'est quand même les œstrogènes qui font. C'est vraiment des bonnes fées. C'est pas que la fertilité.
Donc, c'est vrai que voilà, il y a les organes, parfois, ils doivent un peu se réorganiser aussi en lien avec ça. Et donc, la digestion, parfois, elle va un petit peu moins bien et on doit, des fois, commencer par enlever tous les compléments pour apaiser un petit peu tout ça. Mais comme autre complément qu'il m'arrive de proposer, c'est la créatine. Tu mets les pieds dans le plat. Ça marche quand même. Ça marche quand même ? Ouais, ça marche. D'après la littérature scientifique ? Ça marche. D'après la littérature scientifique, alors ça a on quoi n'en a comme pas effet beaucoup. si ça marche ? Donc ça déjà, contribue... qu'est-ce que c'est ? C'est une protéine. C'est une protéine. Alors, la créatine, en fait, son avantage, c'est que c'est totalement inoffensif. Qui est vraiment, alors ça a été étudié, mais dans tous les sens, pendant des années, parce que justement, les gens avaient très, très peur de la créatine. Donc, je sais pas combien il y a d'études sur la créatine. Je comprends pas qu'on continue d'en faire, parce que ça a été tellement montré, démontré, redémontré que c'est inoffensif qu'on peut arrêter maintenant avec ça et utiliser l'argent à faire d'autres études. Et ça n'entraîne pas une perte, une chute des cheveux. Ah! C'est moi, je t'avais dit que je le replacerais. Mais non, mais c'est pas dangereux ni pour les reins, ni sur pour la le foie, ni rien du tout. Il y a pas de danger avec la créatine. La créatine, elle contribue vraiment à améliorer la prise de masse musculaire. S'il y a un effort physique adapté qui est fait, tout seul, non, ça marche pas. Si je prends de la créatine dans mon canapé, ça sert à rien. Donc voilà. Il faut quand même qu'il y ait et puis qu'il y ait quand même suffisamment d'énergie aussi, parce que le corps, il a besoin d'énergie pour fabriquer du nouveau muscle. Donc ça vient quand même avec. Mais on manque encore de données chez les femmes et chez les femmes sportives, on manque de données. On manque aussi de données chez les femmes en périménopause et en ménopause. Mais chez les femmes, on manque toujours de données. Oui, mais il y a vraiment aucune raison de penser que ça marcherait pas. Augmentation de la masse musculaire. Oui. Augmentation de la force. Oui. Augmentation de l'acuité et la concentration. Possiblement. Pas d'effet négatif. Que demande le peuple ? Ça peut avoir pas d'effet du tout parfois. Donc il faut quand même évaluer. C'est pas cher. Ah ça je sais pas, ouais, c'est possible. Ouais. Bon, par rapport à de l'huile de bourrage, c'est pas cher. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que le coût-bénéfice, il est incroyable. Après, je dirais pas à toutes les femmes de se mettre sous créatine, pas du tout. Déjà, il faut évaluer l'apport en protéines, commencer par augmenter les protéines. Quand on y est, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On est sur de l'optimisation, là. On est sur quand même la cerise sur le gâteau, tu l'as dit, l'extrémité de la pyramide, et on va pas avoir un gâteau sans cerise. Non, on va pas avoir de cerise sans gâteau. On va pas avoir de cerise sans gâteau. C'est ça. Et c'est vraiment, pour ça, je pense que la créatine, c'est vraiment la petite déco qu'on rajoute à la fin, mais on commence d'abord par les bases. Voilà. Et c'est pas la base. Faut quand même reconnaître. C'est pas la base, ouais. Mais tout ce qu'on a dit sur les femmes, c'est également valable chez l'homme. Oui. Sur les bienfaits de la créatine. Ok. Ce qu'on se rend compte également, c'est qu'il y a pas mal de femmes à ce moment-là, peut-être qui décrivent des fringales, des envies de manger, des choses comme ça. Oui. Est-ce que tu pourrais leur donner des conseils pour mieux gérer ces situations ? Oui, alors ça c'est lié aussi à cette difficulté à gérer en fait les apports en sucre et à le stocker correctement et à le déstocker correctement au bon moment. Donc c'est déjà de repérer l'horaire optimal de prise alimentaire. Les femmes, elles mangent souvent parce que c'est l'heure, mais parce que c'est l'heure des autres. Et donc, au moment où elles ont faim, c'est pas l'heure de manger, donc elles attendent. Et puis, quand c'est l'heure de manger, par exemple, le repas du soir, elles ont déjà plus faim. Ou alors, elles ont commencé à grignoter parce que vraiment, elles avaient trop faim. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent effectivement donner cette impression de fringale. En fait, c'est juste, ta faim, elle était à 18h ou à 19h. C'était là qu'il fallait manger, c'est pas à 20h30. Et donc, je pense qu'il faut revisiter un peu le dogme du repas familial du soir, parfois. Pas systématiquement, mais c'est cool d'être tous ensemble à table, mais pas au prix de la santé des femmes, quoi. Et si ton heure, c'est 18h30 et que tu peux manger à 18h30, mange à 18h30. Ça t'empêche pas d'être assis avec les autres plus tard ou de passer un autre moment pour faire autre chose avec les gens de ta famille. Mais n'attends pas que tout le monde soit réuni. Il y a des gens... Ils ont souvent, c'est l'âge où on a des grands ados, quand on a des enfants, qui rentrent du sport, des activités, des machins. Quand on arrive à réunir tout le monde autour de la table, c'est 21h. Souvent, le time a passé pour les femmes, là. Et donc, de changer les horaires, alors que ça a très bien fonctionné pendant toutes ces années. Ça, il faut oser le remettre en question, puis dire non, mais en fait, moi, j'ai faim à un autre moment maintenant. Donc, il y a vraiment une histoire de timing, là, où il faut être un peu à l'écoute de ça. L'autre chose, c'est de
perler les apports en glucides, si possible complexes, donc davantage de légumineuses, davantage de céréales complètes, etc. Donc de légumineuses, on va juste dire lentilles, pois chiches, pois haricots rouges, chiches, haricots etc. blancs, des choses comme ça. Et puis les manger régulièrement dans la journée, mais pas en trop grande quantité. Ok. Parce que notre capacité de stockage, elle est limitée. Stockage de quoi? Des glucides, des sucres. Capacité de stockage des sucres est limitée. Si on a une activité plutôt sédentaire, voilà quoi, on va pas être super bien avec des grands apports en glucides. Par contre, il faut en avoir régulièrement. Ça, c'est important. Donc, très souvent. Puis l'apport en protéines, il est aussi super important. Et je reviens sur les protéines. Elles ont un effet satiétogène, les protéines. C'est-à-dire qu'elles ont un effet sur la régulation de l'appétit. Et même plus que ça, notre organisme est programmé génétiquement pour avoir un certain apport en protéines. Et tant qu'il ne l'a pas, il va nous pousser à manger. Il va augmenter l'appétence. C'est pas qu'on aura forcément faim, mais on aura du désir pour l'alimentation. Donc même si, je dirais géographiquement, mon ventre est rempli, s'il n'y a pas assez de protéines dans ma journée, je vais avoir des pulsions, des désirs pour des prises alimentaires. Ça peut ressembler à des fringales. Qui seront dirigés vers des aliments qui contiennent des protéines ou pas qui seront dirigés vers l'alimentation au sens large? Il ne fait pas la distinction. Ok. Non, il ne faut pas trop lui en demander quand même. C'est déjà pas mal. Du coup, quand même, tu as dit qu'il fallait perler les apports en glucides au cours de la journée. Ouais. Ça va à l'encontre de ce qu'on lit partout. Par exemple, on supprime les féculents, etc., les glucides complexes le soir. Alors, on peut les réduire le soir. Moi, je ne les supprimerai pas. On peut les réduire parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'on a des très grands besoins glucidiques à ce moment-là. Les supprimer, ça peut se justifier dans certains cas, mais c'est assez rare. Il faut aussi voir si la personne, elle prend, par exemple, un petit déjeuner ou pas. Ou, voilà. Des fois, l'apport en glucides du soir, il va tenir jusqu'à 10 heures le lendemain matin, hein. Donc, une période de jeûne qui est importante, qui est liée à la nuit. Hein. C'est ça. Et puis, ce qui peut aider aussi un petit peu paradoxalement à lutter contre les fringales, c'est de mettre une activité un peu vigoureuse après la prise alimentaire. Okay. On l'utilise beaucoup chez les personnes qui souffrent de diabète, parce que ça permet d'ajuster la glycémie tout de suite. Les glucides vont être stockés dans les cellules là où on en a besoin, et puis du coup, tout le monde est tranquille. Lorsque nos cellules sont bien stockées en glucides, il n'y a pas de fringale, il n'y a pas de signal vers le cerveau qui dit « donnez-moi à manger ». Donc du coup, mais ça peut être 5-10 minutes de marche après le repas. Hein. C'est la petite marche digestive. La petite marche digestive ou un petit coup de rameur ou je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont comme appareil à la maison. Ça fait chuter la faim. Ça peut faire vraiment ajuster totalement la régulation de l'appétit. Ouais. Il y a un autre aspect qu'on voit aussi par rapport à... pas que à cette période-là, mais qui est également présent, c'est tous les problèmes d'alimentation émotionnelle. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est un moment qui est de toute façon difficile, cette période, périménopause, c'est de toute façon assez difficile pour beaucoup de femmes, entre autres parce que c'est on en a parlé tout au début, mais aussi parce qu'elles ne se reconnaissent pas. Et puis l'alimentation, c'est quand même j'allais dire un antidépresseur, c'est un peu fort, mais disons que ça a un vrai effet apaisant sur l'humeur, etc. Tu vas stimuler le circuit de la récompense avec une sécrétion du coup de dopamine en mangeant ton carré de chocolat, et donc ça va t'apporter du bonheur ou du réconfort à court terme. Réconfort. Et puis, ça peut aussi être juste lié au souvenir. Le centre de récompense, il est vraiment tout proche du centre de mémorisation des grands moments. Et c'est vrai que si on a toujours associé, par exemple, la détente, enfin, je me pose, j'associe ça avec la consommation de certains aliments. Ça, t'as plein de gens qui te le disent quand ils rentrent du travail, qui sont fatigués, etc. Le plaisir, parce que quand même j'ai le droit à un plaisir dans ma journée, ça va être de manger. Ouais. Et puis souvent ça pose pas de problème, mais chez certaines personnes la vulnérabilité elle augmente avec le temps. Chez d'autres c'est le goût de reviens-y. Et puis chez d'autres c'est un peu une banalisation de ces consommations. On vit quand même dans une société où le moindre petit truc ça justifie de manger en fait. Et donc, ça, il ne faut pas sous-estimer non plus. Il y a l'alimentation émotionnelle, mais il y a aussi tout ce qui va avec les prises alimentaires un peu sociales, être longtemps à table, boire plus de vin, se faire des bons restos. Enfin, toutes ces bonnes choses de la vie qui sont cool, en fait, quand on les cumule,
ça peut résulter dans une prise de poids quand même. Donc, il faut un petit peu faire un tour à 360 degrés de ce qui se passe et puis pas stigmatiser juste les hormones. Des fois, il y a vraiment... La vie, elle change et puis c'est OK. Mais si on n'est pas en accord avec la manière dont le corps évolue, il y a 2-3 trucs qu'on peut changer, par exemple. J'ai l'impression, si on fait un résumé très court et du coup assez incorrect de ce que tu viens de dire, que justement pour des patientes que tu accompagnerais au moment de la ménopause, tu vas très légèrement déplacer le curseur vers la santé par rapport à la perte de poids. Oui, clairement. Et puis il y a aussi, des fois, vraiment le poids il est central, c'est OK, mais on néglige pas la santé pour autant. Donc ça, c'est super important. Et puis parfois, et ça c'est quand même des jolis moments aussi, c'est quand il y a une certaine acceptation qui se perd, mais où il y a aussi une grande prise de conscience de comment je fais pour respecter mieux mon corps et mes besoins. Parce que tout à l'heure, on a parlé des horaires où les femmes, elles s'adaptent souvent quand même aux horaires des autres, mais c'est aussi vrai pour les quantités, pour les menus, pour... voilà. Et c'est vrai que souvent, je leur dis, mais vous mangeriez quoi si vous étiez seule ? Elles mangent tout autrement que ce qu'elles font, en fait. Et d'être un peu plus à l'écoute de ça, de leurs vraies envies et de ce qu'elles pensent être bien pour elles, c'est déjà un grand pas vers une amélioration de la composition corporelle souvent, et puis de la santé aussi. Voilà, toutes les femmes qui nous regardent peuvent se poser cette question-là, et suivant ce qu'elles répondent, commencer à peut-être réfléchir justement à ce qu'elles mangent. Ouais. On a fait un bon tour. Je te propose qu'on finisse avec 2 questions qu'on pose à tous nos invités qui reviennent. D'après toi, quel est l'élément le plus sous-estimé au niveau de la santé pour être en meilleure santé, pour améliorer sa santé ? Je pense que c'est manger à sa faim. C'est un conseil qui est un peu galvaudé. On a beaucoup entendu quand on est sorti de l'ère des régimes amaigrissants et tout ça, on a dit mais il faut écouter sa faim, il faut écouter son rassasiement, c'est très important tout ça. Puis c'est un peu stigmatisant pour les gens qui ne sentent pas. Mais c'est vraiment intéressant de rééduquer un peu sa sensation de faim, de reconnecter à sa sensation de faim. Rassasiement, c'est difficile, mais lorsqu'on comprend mieux notre faim, comment elle fonctionne, quand on l'apprivoise et qu'on est capable de manger à sa faim, mais pas plus, ça résout vraiment beaucoup de problèmes de santé. Mais ça veut aussi dire manger à sa faim quand on a faim. De pas nier sa faim, de pas essayer de la contrôler à tout prix, de pas essayer de tenir sans manger alors que j'ai faim. Parce que là, il va y avoir forcément des effets secondaires et une vengeance un peu du corps. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. Et c'est un peu le nourrisson en nous qui hurle quand il a faim et qu'on peut pas l'oublier. Impossible. Et il va pas dormir tant qu'il n'a pas mangé. Alors que s'il est fatigué, oui. Même s'il a un tout petit peu faim, c'est-à-dire que moi je suis là-dedans à l'heure actuelle. C'est ça. Il hurle, et en fait il hurle tellement fort qu'on pense qu'il est affamé, et on lui donne un biberon, et en fait il n'avait pas très faim, en fait il avait juste un peu faim, et il avait envie de manger. Et en fait si on attend, on voit tout de suite. Si c'est de la faim ou si c'est autre chose. Et donc cette faim qu'on ne peut pas ignorer, on l'a toujours en nous, nos cellules elles l'ont en nous. Et donc on ne doit pas l'ignorer. Mais effectivement les bébés savent très bien quand ils n'ont plus faim, hein. Et ils tournent la tête, tout simplement. Ils ne veulent plus. Et ça fonctionne très bien. Et si on arrive à se reconnecter à ça et à ajuster l'apport à notre faim et pas manger par habitude ou parce que les autres mangent beaucoup et donc on mange beaucoup aussi. Pas être influencé par tout notre environnement. Enfin, bon. C'est ça. Mais c'est dur. Hein. C'est très dur. C'est très dur. Mais je pense que ça, c'est vraiment un conseil qui est très sous-estimé. Ouais. Deuxième question, toi... Qu'est-ce que tu aimerais réussir à mettre en place dans ta vie pour être en meilleure santé, mais que tu n'arrives pas à mettre en place ? Alors, l'activité physique, vraiment, j'en fais pas du tout assez en ce moment, parce que je travaille beaucoup. Mais je sais que c'est une phase. Et puis, en fait, comme j'ai pas de voiture, je fais quand même pas mal de vélo pour me déplacer. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment mon propre standard, en fait, où je me dis, bon, sur le papier, j'en fais assez, mais je pourrais en faire un peu plus. Mais au-delà de ça, je pense que c'est plus... santé, je ne sais pas si c'est en lien. Mon désir, mon projet, mon objectif, ce serait d'essayer plus de nouvelles recettes, d'essayer plus de choses différentes. Parce que je tourne un peu tout le temps avec les mêmes trucs.
Et il y a une forme aussi de lassitude et de banalité qui s'installe et moins de plaisir à manger. Je pense que la santé, elle passe aussi beaucoup par le plaisir. Et donc, voilà, c'est ça. Et j'ai pas tout à fait encore faut se forcer. Tout mis en place pour pouvoir faire ça. Donc, voilà, je sais à quel point changer de comportement est difficile et ça en fait partie, mais c'est le projet. Ok, merci beaucoup. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, Meike, où est-ce qu'ils peuvent justement te retrouver ? Alors, ils peuvent me retrouver sur mon site internet, mk-nutrition.ch. Et puis, sur ce site internet, il y a tous mes contacts. Ils peuvent me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Dr Meike Krusman, ou sur LinkedIn. Et puis, à Genève, j'ai un cabinet où je reçois des gens, mais je les reçois aussi à distance. Donc, on fait des consultations. J'ai des patients partout dans le monde, en fait. Donc, on fait aussi des consultations. En français, en anglais ? En français et anglais. Ok, ça marche. Merci beaucoup et à très vite. Merci à toi, volontiers.